Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. J'étais venu il y a 3 ans, il y avait aussi beaucoup de monde, c'est un très bon souvenir. Je fais une hypothèse qui est peut-être très mal fondée, mais j'ai l'impression qu'il est plus difficile d'être radical à Québec qu'à Montréal. En fait. Donc je salue les Québécoises et les Québécois radicaux. Je pense que ça a plus de mérite que de l'être à Montréal. Ça va être plus compliqué, mais bon, on pourra en discuter après. Donc, mais comme je suis venu il y a 3 ans, j'ai essayé de ne pas me répéter, même si peut-être que les gens qui étaient là il y a 3 ans ne sont pas là aujourd'hui. J'ai pris un petit risque en fait en décidant plutôt de parler de la partie programmatique de la décroissance en fait, plutôt que de parler de la critique de la croissance, qui est un peu le fondement du discours des croissancistes. C'est d'abord un discours critique. Là, j'essaie de m'aventurer plutôt sur le terrain des propositions. En fait, à partir de cette critique, vers quoi on peut aller? C'est quoi les propositions de base de la décroissance? Bon, c'est à mon avis la partie la plus faible du mouvement de la décroissance. Donc, je viens de sortir un petit bouquin où j'essaye de développer un peu ces aspects-là, donc que je vais présenter maintenant. Mais c'est aussi donc dans l'esprit pour moi de récolter aussi des idées dans la discussion qu'on pourra avoir, surtout que je connais quelques têtes ici. Là, je sais qu'il y a des vrais gens de terrain, des vrais militants qui sont impliqués dans des actions beaucoup plus concrètes que les miennes. Enfin, moi, j'ai une position très privilégiée de prof, à l'abri du besoin, protégé de bien des choses dans mon bureau à HEC Montréal. Donc, c'est une position qui est utile, je pense nécessaire, mais qui est bien plus facile que celle de celles et ceux qui sont embarqués dans des alternatives concrètes. Alors, donc, peut-être d'abord lever une première ambiguïté, commencer par définir ce que n'est pas la décroissance. Bien souvent, on dit finalement la décroissance, c'est la décroissance économique. C'est comme ça qu'on définit le mouvement. En fait, alors il faut tout de suite refuser cette idée. Donc, nous ne faisons pas la promotion de la décroissance économique. Pour quelle raison? Parce que il faut commencer par reconnaître que nos sociétés, telles qu'elles sont conçues actuellement, dans leur mode de fonctionnement actuel, elles ont besoin de générer de la croissance économique. Alors ça m'amène tout de suite à définir aussi ce que c'est que la croissance. Il y a beaucoup de petits malins ou de gros malins qui disent on ne peut pas être contre la croissance, on peut pas être contre la croissance de tout, et il y a des bonnes croissances. Oui, la croissance de l'amour, magnifique, effectivement. Voilà. Donc j'ai rien contre. Mais donc quand on fait la critique de la croissance, on fait la critique d'un phénomène qui est bien précis, qui est l'augmentation de la quantité de biens et de services ayant une valeur monétaire produite sur un territoire donné, sur un temps donné. Bon. Il y a croissance économique quand il y a une augmentation continue de ces biens et de ces services ayant une valeur monétaire, donc sur un territoire donné. C'est ça la croissance. Je le dis très vite en passant, mais c'est très utile de le souligner, c'est que c'est un phénomène qui est finalement extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Donc, on vit avec l'évidence de la croissance aujourd'hui. Quand on fait l'histoire de la croissance économique, c'est un phénomène qui émerge en Occident, en gros à partir du 18e, 19e siècle. Mais avant, sur les 300 000 ans d'Homo sapiens, le phénomène de la croissance, il est inexistant, ça n'existe pas. Enfin, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Donc, mais reconnaître que nos sociétés, comme une voiture carbure au pétrole, nos sociétés carburent à la croissance, effectivement. Si on veut, je crois, si on veut faire des propositions qui ont du sens, il faut commencer par reconnaître ça. Il faut commencer par reconnaître que quand il n'y a pas de croissance économique, que j'ai défini tout à l'heure, qu'on mesure par le fameux PIB, le fameux produit intérieur brut, quand on a donc quelque chose qu'on appelle la stagnation, la récession, ou plus grave encore une dépression, là c'est les mots des économistes, c'est vrai qu'on a du chômage qui augmente, on a les caisses de l'État qui se vident. La richesse d'un État, sa puissance, elle est étroitement dépendante du taux de croissance de l'économie en question. Moins il y a de croissance, moins on a un État riche, c'est-à-dire moins on a un État capable d'intervenir pour distribuer des services, par exemple. Et donc effectivement, ça génère toutes sortes d'effets pervers pour la société en question. Donc on pourrait dire, on pourrait reprendre un peu la formule de Hannah Arendt qui disait il n'y a rien de pire qu'une société de travailleurs sans travail. On pourrait dire qu'il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance.
Donc il est évidemment hors de question de dire qu'on veut la décroissance économique. C'est pas ça qu'on veut, hein, c'est pas ça qu'on met de l'avant. Ce qu'on propose, c'est de sortir, c'est de se libérer collectivement de cet impératif de croissance, hein, et de commencer à bâtir ensemble en fait des sociétés post-croissance, des sociétés qui sortent de cette nécessité. C'est-à-dire par exemple des sociétés dans lesquelles un indicateur comme le fameux PIB que je viens d'évoquer, bah, il n'aurait tout simplement pas de sens, pas de raison d'être, on s'en fout, on s'en fout. Le PIB et puis les autres indicateurs, hein, IDH, l'indice de développement humain, tous ces grands indicateurs qu'on a développés, bah, tout ça n'aurait plus de sens dans un monde post-croissance. Donc c'est donc d'abord, la décroissance, c'est d'abord une proposition politique. Fondamentalement, au sens fort du terme, c'est une proposition politique qui touche à le mode d'être, l'organisation de nos sociétés, de nos cités, entendu au sens le plus large possible. Et c'est aussi donc une proposition politique, et c'est, comme Laurent le suggérait, c'est aussi une proposition qu'on peut qualifier de révolutionnaire. Là, je reprendrai la formule de Alain Deneau, que j'aime bien. Pour les objecteurs de croissance, il faut au plus vite rendre révolu ce monde dans lequel nous sommes actuellement, hein, pour échapper à un certain nombre des dangers que nous avons en face de nous. Donc voilà le point de départ. Alors, donc, ce que je veux développer, c'est le contenu de cette proposition politique. La première déception, là aussi, il faut, je crois, mieux commencer par la déception. On n'a pas de plan, hein, on n'a pas de plan, on n'a pas de projet de société clé en main. Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, la notion de plan, en fait. La notion de plan, elle est problématique, à trois titres. D'abord parce qu'il s'agit d'inventer quelque chose de totalement neuf, qui n'a jamais existé. Contrairement à ce que disent certains de nos critiques, il ne s'agit pas de revenir en arrière, de refaire ce qui a déjà été fait. Non, nous ne fantasmons pas sur le passé, même s'il y a des choses du passé qui nous semblent tout à fait dignes d'être préservées. Mais il s'agit fondamentalement d'innovation radicale. Et il y a une contradiction fondamentale entre la notion d'innovation radicale et la notion de plan. Avoir un plan, c'est savoir où est-ce qu'on va. On ne sait pas où on va, fondamentalement. Premier obstacle. Deuxième problème du plan. Le plan, c'est l'outil par excellence justement de l'ingénieur, du général d'armée en fait. Hein. Le problème, c'est que la société, c'est pas une machine, ni une armée en fait. Donc, je pense pas que ça soit un très bon outil non plus pour orienter les choses, que d'avoir un plan. Et si je vais être un peu méchant, mais pardon pour les ingénieurs qui sont dans la salle, mais s'il y en a, l'ingénieur, ou la figure de l'ingénieur, hein, je dépersonnalise la chose, la figure de l'ingénieur fait partie du problème de notre monde aujourd'hui. L'ingénieur est un des grands destructeurs de notre monde aujourd'hui. Mais évidemment, on peut utiliser l'ingénieur de façon ingénieuse et intéressante dans une perspective post-croissance, on pourra en parler, mais au départ, il y a un petit problème quand même, avec l'ingénieur. Donc on ne planifie pas l'innovation radicale. Le plan, c'est un outil qui est inadéquat compte tenu de ce qu'il s'agit de faire. Par ailleurs, donc, on a aussi l'histoire, on a l'expérience historique, hein, des révolutions qui ont été menées sur la base d'un plan. En fait, on vit beaucoup dans le modèle de la révolution bolchevique, notamment. C'est vrai que ça n'a pas été des grandes réussites, quoi. Des projets de société clés en main imposés par une élite qui oriente par le haut la révolution. Ça n'a pas franchement bien marché, quoi. Donc, en tout cas, ça a donné quelques résultats désastreux. Donc ça aussi, on s'en méfie. Hein. Méfiance par rapport au plan pour cette raison aussi. Il y a aussi une autre raison de se méfier de l'idée même d'un programme. Hein. C'est que, puis on voit beaucoup, ça c'est pour couper court tout de suite à certaines questions qui pourraient arriver, il y a ce réflexe qu'on a développé, c'est dites-nous ce qu'on doit faire en fait. Mais dites-nous ce qu'on doit faire. C'est assez terrible. En fait, ça en dit beaucoup sur nos sociétés. En fait, ça en dit beaucoup sur le fait que nous vivons dans un monde que certains appellent un monde hétéronome en fait, hein, où les choses se passent indépendamment de nous. C'est des normes sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Bon, typiquement, c'est l'État qui décide pour nous, par exemple. Hein, et donc c'est l'État qui nous dit ce qu'on doit faire. Et à bien des égards, en fait, on ne développe pas dans nos sociétés ce souci-là de se dire on va faire nous-mêmes les choses. On attend que les choses arrivent par le haut en général ou pas ailleurs. Et donc au lieu de se prendre en main. Donc il y a vraiment aussi dans cette méfiance à l'égard de tout programme une volonté d'autonomie en fait, hein, d'autonomiser le plus possible les humains concernés.
Et puis dernière raison pour évacuer cette tentation, je dirais, du programme, c'est qu'il ne s'agit pas d'inventer un monde, il ne s'agit pas d'avoir un modèle qui vaudrait partout, en tout lieu, pour tous les humains, mais il s'agit d'inventer probablement des mondes, en fait. Hein. De la même façon qu'on a un problème aujourd'hui de biodiversité, je pense qu'on a un problème de sociodiversité, et donc il faut des mondes différents, en fait. Hein. Il faut des mondes humains différents. C'est la garantie, très probablement, aussi d'une forme de résilience, comme en écologie. Donc l'idée qu'on aurait, un peu comme dans le manifeste du Parti communiste, hein, où il y a un magnifique texte, mais qui propose un programme qui vaudrait pour tous les humains, partout sur la planète. Non, ça je pense, c'est quelque chose qu'il faut récuser. Donc l'essentiel, c'est de se mettre en marche pour essayer de sortir de ces sociétés de croissance. Comme disait Goethe, je marche pour savoir où je vais, enfin, donc je me mets en marche, et puis voilà, on s'oriente peu à peu. Évidemment, le risque, c'est de tourner en rond hein, quand on se met en marche. Donc minimalement, effectivement, il faut se donner une direction, des directions, donc des repères à suivre. Et c'est ce que je propose. Pour moi, il y a trois grands repères, en fait, trois principes qu'il faudrait se donner de manière là rigoureuse et ferme pour sortir de ces sociétés de croissance et commencer à envisager de vivre dans des mondes post-croissance. Premier principe, produire moins. Je vais les développer. Hein. C'est le sous-titre de mon petit bouquin. Produire moins. Deuxième principe, partager plus. Et troisième principe, décider vraiment ou décider ensemble. Et cela, donc, il me semble que ces principes devraient suffire en fait à nous empêcher, en tout cas, de nous égarer hein, par rapport à ce qui se joue actuellement. Alors pourquoi produire moins contrairement à ce que soutiennent aujourd'hui ceux qui défendent encore le développement durable, il y en a encore qui défendent cette idée-là, ou qui défendent des avatars du développement durable, bon, croissance verte, on a aussi encore pas mal de promoteurs de cette idée, ou même des défenseurs de l'économie circulaire. Si vous regardez, je ne parle pas de l'économie circulaire dans la pratique, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur le plan pratique dans le champ de l'économie circulaire, mais je pense à ceux qui essaient de définir cette démarche à une échelle macro-sociale. En fait, si vous regardez de près, c'est des gens qui défendent l'idée qu'on va pouvoir continuer à croître, hein, moyennant donc cette circularisation de l'économie. Mais c'est ce pari de pouvoir continuer à croître, tout en respectant les limites biophysiques planétaires, c'est aussi un pari que font les défenseurs du Green New Deal, hein, version démocrate américaine. C'est aussi quelque chose que, alors là je vais être un tout petit peu méchant, mais c'est quelque chose qui n'est pas clair par exemple dans la position de mon ami Laure Varidel autour de sa transition. C'est un mot très flou, transition, hein, ça prend toutes sortes de sens. On ne sait pas trop finalement s'il y a vraiment critique ou non de la croissance. Donc contrairement à ce que défendent un peu toutes ces personnes, en fait on ne peut pas produire toujours plus de marchandises, c'est ça la croissance, hein, c'est produire toujours plus de marchandises, sans dégrader toujours plus notre planète. Voilà. Alors là en fait on a 200 ans d'histoire derrière nous pour le dire. Hein. Si on regarde, depuis 200 ans, depuis les débuts de la révolution industrielle, plus il y a croissance, plus il y a accélération de la dégradation sur le plan écologique. Le lien n'est pas un lien simple, c'est pas un lien linéaire, hein, c'est pas une corrélation toute... alors avec l'énergie pratiquement, mais bon, c'est plus compliqué. Mais globalement, quand il y a effectivement accélération sur le plan économique, il y a aussi accélération de la destruction sur le plan écologique. Donc on a jusqu'ici, en tout cas, on n'a jamais été capable de dissocier croissance économique donc de l'augmentation de la consommation de ressources naturelles utilisées, d'énergie en particulier, et de l'augmentation de la production de déchets qu'on a générés. Alors si on regarde, bien, ça c'est le passé. Le passé ne nous dit rien de l'avenir. Bon, ça reste ouvert. C'est évidemment ce à quoi se raccrochent les défenseurs de la croissance aujourd'hui. Ok, on n'a pas réussi, c'est vrai, mais on va y arriver. Bon. Alors, si on regarde maintenant les technologies notamment qu'on a devant nous, qui feraient partie de la solution pour produire cette dissociation, ce découplage entre croissance économique et effet de cette croissance sur le plan écologique, les techniques qu'on a là sont pas très prometteuses en fait. On n'a rien là dans les délais dont on dispose, on n'a rien devant nous qui permettrait de penser qu'on va y arriver. Mais ça reste ouvert, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui me permet de penser qu'on ne va pas y arriver? Bon, c'est un certain nombre de limites en fait, sur lesquelles on bute constamment. En fait, il y a deux
deux stratégies. Là, c'est un tout petit peu technique ce que je vais raconter. Ceux qui continuent à défendre la croissance donc se parient sur deux stratégies fondamentales. Hein. La première, c'est la stratégie de substitution. Je remplace une ressource problématique parce qu'elle est en train de se raréfier ou parce qu'elle est trop polluante par une autre ressource. Ou plus subtil encore, je garde ma ressource pourrie, du pétrole par exemple, mais je me débrouille pour en utiliser de moins en moins. Et donc en fait, là, je mobilise davantage de capital et de travail pour produire la même chose, mais en utilisant moins de pétrole. Ça, c'est ce qu'on appelle en économie les stratégies de substitution. Ça, c'est vraiment c'est au cœur de tous ceux qui défendent aujourd'hui cette croissance verte. Même s'ils n'utilisent pas ces mots-là, c'est bien cette stratégie qu'ils ont en tête. Ça, c'est le premier élément de la recette d'une croissance verte. Et le deuxième élément de la recette d'une croissance verte, c'est ce qu'on appelle toujours en économie l'internalisation des externalités. Donc là, c'est des économistes qui disent, bon, notre affaire de substitution, ça marche assez bien quand il y a des prix, quand les ressources en question ont des prix, mais quand il n'y a pas de prix, ça marche pas. Ça marche pas. Le prix de l'air, de l'atmosphère, ça va pas. Donc et là, on a effectivement on a des défaillances de marché, comme ils le disent. Quelle est leur solution? Ils disent, il n'y a qu'à inventer un prix, il n'y a qu'à créer un prix, mettre un prix sur le carbone, par exemple, sur l'émission de carbone. Et là, on va avoir finalement ces effets de substitution qui vont être générés par le fait que le prix du carbone, plus on va l'utiliser, plus ce prix va augmenter, plus ça va nous inciter à développer, par exemple, justement des substitutions diverses et variées. Donc ça, c'est en gros, en très résumé, j'espère que j'ai été assez compréhensible, très résumé, donc le pari qui est au fondement de ces idées de croissance verte. Alors quand on regarde maintenant comment ça se passe concrètement, hein, c'est assez joli en fait, moi, je ne sais pas si vous... Je ne suis pas économiste, mais j'ai fait l'effort d'essayer de comprendre. J'espère avoir compris à peu près. C'est assez fascinant, c'est des propositions qui se tiennent, il y a une cohérence très grande derrière tout ça. Notamment parce que pour qu'il y ait ces substitutions, ça suppose de l'innovation technologique. Et si on veut l'innovation technologique, ça suppose des moyens. Ça suppose des moyens monétaires, ça suppose du capital pour pouvoir développer ces innovations. Et donc là, on a un argument que mobilisent les économistes pour dire il ne faut surtout pas arrêter la croissance, parce qu'on va avoir besoin d'innovation. Donc on va avoir besoin de cash, donc il nous faut de la croissance. Donc la croissance comme cercle vertueux. Il y a vraiment un discours qui se tient quand même assez bien. Là aussi, je crois qu'il faut commencer par reconnaître qu'il y a une rhétorique là qui est pas mal cohérente. Maintenant, il faut l'opposer effectivement à ce qu'on constate concrètement. D'abord, la première chose sur la stratégie de substitution, c'est qu'elle bute sur des limites tout simplement biophysiques en fait, hein, physique, biologique. Tout simplement, on a certaines ressources qui n'ont pas de substitut. Hein, donc on n'a pas de remplacement. Qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. Évidemment, on n'a pas de substitut à de l'eau buvable, à de l'air respirable, à de la terre fertile, mais on n'a pas vraiment de substitut non plus aux énergies fossiles. En fait, hein. Tous ceux qui travaillent un peu sérieusement sur la question énergétique sont assez clairs là-dessus. C'est-à-dire que en fait, cette fameuse promesse d'une transition énergétique qui se ferait sans qu'il y ait de modification fondamentale de la dynamique de nos sociétés, c'est vraiment on est vraiment là dans le rêve, là, enfin dans le rêve ou le cauchemar, mais en tout cas ça tient pas en fait, ça tient pas. Si il s'agit vraiment de passer des énergies fossiles à des énergies dites renouvelables, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une perte massive, très significative de nos capacités de production. Hein. Donc on va produire moins. C'est ça que ça va impliquer fondamentalement. Parce que les fossiles sont des énergies extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Donc on peut dire bon, on continue à consommer beaucoup de pétrole parce que on est manipulé par les lobbies pétroliers. Bon, les pétroliers sont sans doute des salauds, sûrement, mais c'est pas seulement pour ça qu'on continue à utiliser autant de pétrole. C'est parce que le pétrole est vraiment effectivement une source d'énergie magique, notamment par rapport aux renouvelables. Hein. L'exemple que je prends toujours pour signifier cet avantage du pétrole. Donc le pétrole, il a au moins trois avantages. C'est une source d'énergie extrêmement dense. Avec un petit volume de pétrole, on peut déployer un travail important. C'est par ailleurs donc une énergie qu'on peut stocker très facilement et déplacer où on veut, quand on veut. Bon, ouais, dans un système qui carbure à la croissance, c'est très très pratique de pouvoir avoir cette source d'énergie là sous la main quand on veut, au rythme dont on en a besoin, etc. Et ça, nos énergies renouvelables, elles sont très peu denses, hein, sont très dispersées. Il y a du soleil qui arrive sur la planète, effectivement, dans des proportions qui sont considérables. Chaque jour, en fait, arrive sur la planète, en termes de rayonnement solaire, bien plus d'énergie que ce qu'on utilise. C'est vrai. Donc ça, on peut dire, on a la solution.
mais c'est à l'état tellement dispersé que ça pose un tas de problèmes. Il faut concentrer cette énergie. Il faut concentrer par des panneaux solaires, par exemple, si on veut faire de l'électricité photovoltaïque. Donc c'est une énergie dispersée, c'est une énergie surtout intermittente. Donc bah oui, quand c'est la nuit, il n'y a plus de source d'énergie, et puis qui est extrêmement difficile à stocker. Alors, on fait beaucoup de progrès sur les batteries, mais là encore, on voit les limites physiques de ce potentiel de développement des batteries. Ça donne par exemple la comparaison entre le Solar Impulse, le premier avion à énergie photovoltaïque à avoir fait le tour du monde. Si on compare ses performances à celui du 747 le plus utilisé dans le monde, ça fait rigoler, quoi. Bon, le Solar Impulse a fait le tour du monde, donc je pense en 23 jours de vol effectif, 17 étapes, à 60 km/h la nuit, 90 km/h le jour, oui, la nuit ça va moins vite, et il transportait une personne. Donc c'est magnifique, et puis sûrement qu'il y a un potentiel de développement, il y a sûrement des progrès à faire, c'est considérable. Ce qui est plus fascinant, vous comparez le 747, c'est sa vitesse de croisière 900 km/h, 600 passagers, son autonomie 14 000 km, il fait le tour du monde en 48 heures de vol effectif, donc en 3 étapes il fait ça, tranquille. Bon, donc il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. Et vous regardez l'envergure de ces deux avions, c'est ça qui est le plus fascinant, c'est que l'envergure du Solar Impulse c'est 72 mètres, donc d'un bout d'une aile à l'autre. L'envergure de 747, c'est 68 mètres. Et c'est ça l'idée de dispersion de l'énergie. Bon, ça donne une petite idée là, des enjeux. Alors quand on nous promet cette histoire de transition énergétique là, dans la joie, la bonne humeur, c'est faux, c'est juste faux. Donc si on veut préserver nos capacités de production, et c'est ce que veulent aujourd'hui nos dirigeants, c'est ce que veut notre système de certaine façon, bah, les fossiles ne sont pas prêts d'être abandonnés. Oui, il y aurait d'autres, ça j'ai pris l'exemple des fossiles, mais bon, on a le problème du phosphore par exemple, pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, je sais qu'il y en a qui travaillent là-dessus ici. Le phosphore, donc, qui est une composante essentielle de l'agriculture industrielle, n'a pas de substitut non plus. Donc on a un vrai problème. On a un autre problème assez inédit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, ça commence à être assez connu maintenant, mais on a un problème avec le sable. Le sable qui est une ressource non renouvelable, qui est une ressource qui est hyper utilisée dans le béton, qui est le matériel de construction le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. On a un vrai problème avec le sable. En fait, il y a une raréfaction du sable. Donc voilà, on bute sur ce genre de limites. Mais on bute aussi sur une limite comme celle des ampoules LED. Par exemple, les ampoules LED sont des ampoules qui aujourd'hui convertissent 100% de l'électricité en lumière. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas aller plus loin en termes d'efficacité que les ampoules LED. Donc ça, première limite. Dans ces limites physiques, il y en a une autre qui est peut-être la plus importante, c'est le temps dont on dispose aussi. C'est qu'on a très peu de temps. Non seulement ce découplage, cette dissociation qu'il faut faire, il faut le faire donc à une échelle globale, mondiale, donc dissociation entre croissance et son impact écologique, mais il faut le faire aussi très vite. Il faut le faire très vite, il faut le faire durablement et très vite. On est très loin aujourd'hui. Une deuxième limite qui vient un peu réduire à néant tous ces espoirs, donc limite biophysique, première catégorie, deuxième limite, des limites plutôt économiques, qui tiennent à la dynamique même du système dans lequel on est embarqué, et en gros, qu'on peut résumer à une notion qui est la notion d'effet rebond. Plus on va gagner en efficacité dans l'usage de nos ressources, donc c'est une des bases de ces stratégies de substitution que j'évoquais tout à l'heure. Vous allez développer un moteur, par exemple, plus efficace, qui va utiliser moins d'essence pour fonctionner. Qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate l'apparition d'effets rebonds. Ces gains d'efficacité ils vont être annulés en fait, en partie, parfois totalement, par la dynamique économique de nos sociétés. Puis on peut le comprendre de manière assez simple. Si vous avez une voiture qui consomme moins d'essence, bah, vous pouvez par exemple, pour le même prix en termes d'essence, vous allez pouvoir faire plus de kilomètres. Donc, en gros, l'essence vous coûte moins cher. Vous allez avoir tendance à utiliser davantage votre voiture grâce à ce gain d'efficacité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond direct, mais vous avez aussi l'effet rebond indirect. Mettons que vous n'utilisez pas plus votre voiture, que vous faites effectivement une économie, qui se traduit sur le plan monétaire par une augmentation de votre compte en banque. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez gagné grâce à ça? Bah, si c'est pour vous acheter un billet d'avion pour aller à Cuba en fin d'année, vous avez détruit tous les gains que vous aviez effectués en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est le rebond indirect.
Ça, c'est évalué à un niveau très microéconomique, mais si on regarde les choses à un niveau macroéconomique, c'est un phénomène majeur de l'histoire de l'époque industrielle, en fait. C'est un phénomène qui a été identifié par un économiste, qui n'est pas du tout un économiste écologique au début, pas du tout un gauchiste, c'est Stanley Jevons, plus de 150 ans, qui constatait ce phénomène à propos du charbon en Angleterre, où il constatait qu'en fait, plus on faisait des gains d'efficacité dans le développement des machines à vapeur, plus on consommait en fait de charbon. Ce qui est contre-intuitif, on se dit, bon, bah, si on a des machines plus efficaces, on a besoin de moins de charbon. Et en fait, justement, ces gains d'efficacité se traduisaient par une surconsommation du charbon. Pour les raisons directes et indirectes que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi à une échelle plus macro-sociale, parce que bah, ça rend ce dispositif technique-là bah, de plus en plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va développer aussi la marine à vapeur, par exemple, à partir du moment où on fait des gains d'efficacité dans la machine à vapeur. C'est toutes sortes de secteurs qui apparaissent. Donc on a des effets en chaîne là, qui se traduisent par finalement un surcroît de consommation. Et c'est pas mal l'histoire notamment de l'énergie en fait dans nos sociétés. Ce qui fait que on n'a pas eu du tout de logique de substitution, de remplacement d'une énergie par une autre. En fait, on n'a jamais vu de transition énergétique, au moins dans la civilisation occidentale. On a une logique d'addition en fait de sources d'énergie. C'est-à-dire qu'on a, vous entendez encore des politiques dire le charbon est une énergie du passé. Bon, c'est faux, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. Donc en fait, le pétrole s'est ajouté au charbon, mais n'est pas venu remplacer le charbon. De la même façon que le nucléaire n'est pas venu remplacer le pétrole. Donc, tout ça est venu s'empiler en fait. On a une logique d'addition, d'empilement des sources d'énergie. Et puis bah, les énergies vertes aujourd'hui bah, ne font que venir sur le haut de la pile. Donc on a un problème de limite biophysique, un problème de limite économique, et puis on a aussi un problème de limite politique. Ça c'est la question de l'internalisation des externalités, c'est-à-dire la création d'un prix. Faisons payer le pollueur, par exemple, donc pour réduire justement la pollution. Ça paraît assez sensé. Le gros problème qu'on a avec ce principe, c'est que les plus gros pollueurs sont aussi les plus gros producteurs, sont en fait les acteurs les plus puissants de nos sociétés. Donc ce prix-là, c'est pas un prix qui vient du ciel, sur lequel on peut s'entendre, c'est un prix qui est politique. C'est un prix qui est établi sur la base d'un rapport de force. C'est quoi le juste prix de la tonne de CO2 bon. Et ben, dans ce rapport de force, qu'est-ce qui est le gros bout du bâton? C'est les gros producteurs, c'est les gros pollueurs. Bon. Et ce qui fait qu'en fait, ce principe-là, il est jamais mis en œuvre de manière suffisamment efficace actuellement par les États. Pour des raisons qu'on peut comprendre assez facilement. Le cas s'est présenté l'an dernier avec le projet de taxe carbone de Justin Trudeau sur les gros émetteurs canadiens. Ils sont allés voir Justin Trudeau au cours de l'été 2018 en disant bah, Justin, ton projet il est très beau, mais ça vient fragiliser notre compétitivité. Si notre compétitivité est fragilisée, bah, il va peut-être falloir qu'on mette des gens à la porte, par exemple. Bon, puis ça, c'est des électeurs pour toi, c'est des problèmes sociaux, c'est ça. Bon, donc c'est là où on voit justement l'importance de cette logique de croissance dans nos sociétés. Elles ont besoin de croissance pour fonctionner de manière à peu près harmonieuse. Bah, résultat, Justin Trudeau est revenu en arrière, a revu sa copie et a effectivement établi des plafonds pour la taxe à un niveau beaucoup moins embêtant pour les gros émetteurs qui sont visés. Donc on a aussi une limite politique, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut jouer cette logique de l'internalisation d'externalité, en fait, il va très vite générer des contre-coups politiques. Puis on regarde un certain nombre de grands conflits actuellement dans le monde, là, dans plusieurs pays. Bon, c'est la conséquence de l'augmentation du prix, notamment de l'essence, dans un certain nombre de cas. Donc, qui seraient des mesures assez intéressantes dans une logique écologique, mais ça fout tout simplement ça fout le bordel dans ces pays. Donc tout ça fait qu'à mon avis, on va pas y arriver. Ces stratégies de substitution et d'internalisation vont pas fonctionner. Donc d'une façon ou d'une autre, si on veut respecter les limites biophysiques planétaires, il va falloir se résoudre à produire moins qu'on ne le fait aujourd'hui. Et donc à fixer des limites à la quantité de matière et d'énergie qu'on peut consommer, ainsi qu'à la quantité de déchets qu'on peut générer. Donc en fait, un programme écologique qui se tient, qui me paraît rigoureux, devrait commencer par là. C'est ça qu'on devrait, si on parle transition écologique, socio-écologique, on devrait voir apparaître, premier principe, il faut produire moins, comme on le fait aujourd'hui. Deuxième principe, il faut fixer des limites ensuite à ce qu'on va pouvoir produire effectivement à l'avenir. Ce qu'on ne voit pas beaucoup. Je pense notamment à nos grandes ONG environnementales, vous continuez à voir
Greenpeace, Suzuki, qui continuent à faire l'apologie d'un tas de marchandises vertes, là, bon, mais donc qui entretiennent cette idéologie finalement de la possibilité d'une poursuite de la croissance si on arrive justement à substituer, internaliser, on va y arriver. Mais c'est pas le cas historiquement, et à mon avis, ça sera pas le cas dans le futur. Donc, il faudrait réclamer de leur part au moins qu'ils commencent par dire ça. Hein. S'il y a une vraie position, une vraie politique écologique, elle devrait se bâtir sur ce premier principe du produire moins. Alors, j'en viens au deuxième principe. Pourquoi partager plus? S'il s'agit de fixer des limites à la production, donc à la consommation, dans un monde qui est déjà profondément inégalitaire. Donc on a un nombre considérable d'êtres humains qui n'ont pas de quoi vivre en fait dignement, et ça vaut même pour nos pays les plus riches, ça vaut a fortiori pour les pays moins riches. Bon, en fait, cette fixation de limite, elle est indéfendable moralement, c'est-à-dire qu'on va fragiliser encore plus ceux qui sont déjà en position fragile, et puis elle est suicidaire politiquement. En fait. Elle est suicidaire politiquement. Ça, c'est, on a le phénomène des gilets jaunes en France, hein, où on avait une taxe sur le diesel, qui est soi-disant à visée écologique, mais qui a fragilisé suffisamment de monde en France pour générer ce mouvement des gilets jaunes qui n'est toujours pas terminé. Bon, il va peut-être trouver demain en France avec la grosse grève, on ne sait pas, peut-être que la France va enfin basculer dans cette révolution dont parlait Laurent. Donc il y a effectivement quelque chose qui ne tient pas. On peut pas produire moins sans, dans le même mouvement, respecter un second impératif qui serait partager plus. Il faut absolument partager plus nos moyens d'existence. Alors, il y a toutes sortes de... C'est un mot un peu catho, c'est vrai, c'est un mot peut-être un peu trop gentil, mais si on tire les conséquences du mot partage, là, ça va paraître beaucoup moins catholique à certains. Donc il faut partager d'abord entre ceux qui ont le contrôle de nos moyens d'existence, ceux qu'on appelait dans ma jeunesse les capitalistes, et ceux qui n'ont pour vivre que leur force de travail, hein, les prolétaires. Bon, donc là, c'est le premier partage qu'il faut réaliser. Ça suppose de questionner la propriété privée sous sa forme actuelle. Hein. Peut-être, par exemple, pour faire valoir l'importance d'une propriété d'usage, garantir l'usage de ce dont on a besoin pour vivre, mais par contre interdire la propriété lucrative, c'est-à-dire la possibilité de faire de l'argent avec ce dont on est propriétaire. De manière, je dirais, plus réformiste, par exemple, on peut lutter pour un RMA, un revenu maximum acceptable, voilà, qui serait une façon de fixer une limite aussi à ces inégalités. L'horizon, pour moi, doit être, et c'est un horizon à redécouvrir, qu'on a complètement abandonné, et ça doit être l'abolition du salariat, comme rapport social profondément inégalitaire, structurellement inégalitaire, qui génère les inégalités sur lesquelles on bute aujourd'hui. Pour moi, ça devrait être quelque chose qu'on remet de l'avant aujourd'hui, qui était évident au XIXe siècle, et puis avec l'histoire du XXe siècle, bon, peu à peu, on a fini par considérer le salariat comme quelque chose d'acceptable, voire de désirable. Mais il y a aussi un partage à faire entre les pays du Nord et les pays du Sud. Le confort extraordinaire dont on jouit ici au Nord, c'est le fruit d'une exploitation des pays du Sud, sous différentes formes. Donc là aussi, il s'agit d'envisager de tout autre rapport Nord-Sud, avec concrètement, par exemple, l'abolition des dettes des pays du Sud à l'égard des pays du Nord. Voilà une première mesure qui irait dans le sens d'un meilleur partage entre Nord et Sud. Vraiment, ici, on a un autre problème, au Canada et au Québec, c'est le partage avec les autochtones aussi, hein, de nos territoires. Autre partage qui me paraît nécessaire à envisager, c'est aussi le partage entre les hommes et les femmes concernant ce que les marxistes féministes appellent le travail de reproduction. Donc tout le travail de soins, le travail d'éducation, le fait de mettre au monde aussi des enfants, donc qui est essentiel aussi. On ne peut pas penser, de la même façon, on ne peut pas penser la croissance extraordinaire des pays du Nord sans le sous-développement du Sud. On ne peut pas penser la croissance extraordinaire de ces 200 derniers siècles sans ce travail de reproduction, assuré essentiellement par des femmes, et un travail non payé. Donc s'il avait fallu payer ce travail-là, un travail essentiel, un travailleur n'est efficace que si effectivement quelqu'un s'est occupé de lui. D'abord lui a donné la vie, puis l'a élevé, puis l'a soigné, puis lui a fait l'amour, puis enfin bon. Donc tout ça c'est complètement essentiel. S'il faut payer ça, la croissance c'est pas mal terminé. Donc dans une perspective post-croissance, il faut absolument penser autrement ce partage du travail de reproduction. Par exemple en mettant de l'avant
une logique de rotation des tâches, qui me paraît essentielle. Tout projet post-croissance devrait donner ça comme impératif. Là aussi, si on pense à des réformes qu'on pourrait mettre de l'avant politiquement, le salaire au travail ménager, qui était défendu et qui est à nouveau défendu par un certain nombre de féministes aujourd'hui, me paraît très, très intéressant. On pourrait pousser plus loin aussi. On pourrait pousser plus loin cette idée de partage en pensant au partage entre les humains et les non-humains, les êtres vivants non-humains, ou les autres qu'humains, les autres vivants humains. Là aussi, ça me paraît tout à fait défendable sur le plan philosophique, tout à fait nécessaire, que de mieux penser ce partage-là, ménager à la faune, à la flore, sauvage davantage d'espace pour permettre sa reproduction, tout simplement. On peut aller plus loin, il y a deux philosophes canadiens qui parlent de créer un livre qui s'appelle Zoopolis, qui est très intéressant, qui parle d'attribuer des droits politiques aux animaux. Toute une réflexion assez intéressante. Alors, donc, je pense qu'un des gros... donc, pour produire moins, dans le même mouvement, partager plus, donc on ne peut pas dissocier la question écologique de la question sociale. Donc, ces deux impératifs-là, il faut les lier l'un à l'autre. Et ce qu'on pourrait ajouter, peut-être pour enfoncer le clou, c'est qu'en fait, on a apparemment beaucoup à gagner à une politique de réduction des inégalités entre les humains. Là, je me réfère notamment au travail de Wilkinson et Pickett, là, donc, qui ont sorti un bouquin, en anglais c'était The Spirit Level, en français au Québec ça a été traduit par L'égalité c'est mieux, mais ils ont un énorme travail derrière eux, qui montre en fait que sur un certain nombre d'indicateurs de bien-être aujourd'hui dans nos sociétés, qu'est-ce qui est le plus corrélé à l'élévation du bien-être. Alors, ça peut être le bien-être ressenti subjectivement, comment je me sens, est-ce que je suis heureux ou pas, mais ça peut être aussi l'espérance de vie, ça peut être aussi la récurrence d'un certain nombre de problèmes sociaux. Donc si on prend ces différents indicateurs, qu'est-ce qui est le plus décisif aujourd'hui, qu'est-ce qui augmente effectivement le bien-être, c'est en fait la réduction des inégalités. Moins il y a d'inégalités, plus finalement ces indicateurs ont tendance à s'élever. Donc en fait, ce que ça souligne, c'est que l'idée que la croissance serait le phénomène qu'il faudrait soutenir pour améliorer nos conditions d'existence, ça ne marche plus dans nos sociétés. Ça s'observe encore dans les sociétés les plus pauvres économiquement, au sens du PIB. Et effectivement, là, il y a une corrélation. Quand on augmente le PIB, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes qui ont tendance à se réduire. Mais dans toutes les sociétés occidentales, il n'y a plus de corrélation entre PIB et puis indicateur de bien-être. Par contre, là où il y a une corrélation, c'est entre niveau d'inégalité et indicateur de bien-être. De toute façon, on a tout à y gagner, et puis évidemment, on peut imaginer que les humains vont pas, les humains les plus démunis, les plus visés, les plus à risque aujourd'hui, ils vont pas se laisser mourir sagement dans leur coin, quoi. Donc de toute façon, il va falloir faire face à ça. Alors, j'en arrive au troisième principe que je mets de l'avant, donc que j'ai appelé donc décider vraiment. Pourquoi décider vraiment? S'il s'agit de fixer des limites donc à ce qui est produit et de partager nos moyens de vivre, les deux premiers principes, ça me paraît primordial que nous puissions en décider ensemble, en fait, au regard d'un autre composant de notre idéal, de l'idéal de liberté qui est le nôtre, en fait, qui se traduit politiquement par l'idéal démocratique, en fait. Donc il faut se fixer ce troisième impératif, décider vraiment de nos manières de vivre ensemble. Alors, le dire, évidemment, ça présuppose qu'on décide vraiment de rien aujourd'hui. Puis je crois que c'est quelque chose, un constat dont il faut partir aujourd'hui. Ça implique notamment donc, une démocratisation radicale de nos institutions politiques, qu'on appelle démocratique. Bon, il y a tout un travail qui est aujourd'hui de plus en plus évident. Bon, on a un Québécois là, qui fait un boulot génial là-dessus, Francis Dupuy-Derry, qui a fait un très beau travail de critique là, de l'histoire du mot démocratie, notamment, pour souligner que, au sens technique du terme, si on prend Aristote, on ne vit pas dans des démocraties, on vit plutôt dans sur le plan technique, dans des aristocraties électives. Le dispositif du vote, c'est un dispositif aristocratique, on élit les meilleurs. Donc, un des problèmes de nos institutions, c'est qu'on élit les meilleurs pour se faire élire. C'est à ça qu'ils sont les meilleurs. Mais donc, en tout cas, techniquement, c'est aristocratique. Et puis, en pratique, on a finalement cette espèce de dérive que Aristote craignait, d'ailleurs, à propos de l'aristocratie, c'est plutôt l'oligarchie, c'est-à-dire la domination exercée par quelques-uns, toujours les mêmes. Et une oligarchie qui est exercée par qui? Par ceux qui ont accès finalement à l'argent. Donc c'est une oligarchie plutocratique, fondamentalement. C'est le problème. Déjà commencer à refuser l'appellation démocratie pour nos institutions politiques, ce serait un bon début, pour commencer à aller vers cette démocratisation. Pour aller ensuite vers quoi? Moi, il me semble aujourd'hui que le plus prometteur, c'est vraiment
le courant du municipalisme. C'est ce que je défendrais le plus. Ça me paraît le plus cohérent avec tout ce que je raconte, tout ce que je lis. Donc le municipalisme libertaire, pensé par Bookchin, repensé aujourd'hui par mon copain Jonathan Durand-Foucault, bon, ça me paraît vraiment un point de repère clé. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas trop fétichiser aussi cette histoire de démocratie, enfin, c'est de démocratie au sens technique, au sens des institutions démocratiques. Il y a tout un courant de pensée aujourd'hui qui dit bon, tout problème vient de là. Hein. Je ne sais pas, Étienne Chouard, par exemple, en France, bon, si on a une vraie assemblée constituante, si on a, tout est réglé. Bon, moi, je ne pense pas, en fait. Je pense que c'est une partie du problème, mais ce n'est pas tout le problème. On décide de... et puis on peut peut-être d'ailleurs le souligner à partir d'ailleurs des limites du pouvoir politique de nos dirigeants politiques aujourd'hui. Quand ils nous disent, écoutez, en fait non, on est lié par un certain nombre de contraintes qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas de prise, il y a une part de mauvaise foi, il y a une façon de se déresponsabiliser, mais il y a aussi, je pense, une part de vérité. C'est-à-dire que c'est une façon de constater que même ces politiques, malgré le pouvoir considérable dont ils disposent, ils sont soumis à des logiques économiques et techniques aujourd'hui qui sont mondialisées, qui les dépassent complètement. En fait. Donc, décider vraiment, c'est probablement sortir de ces systèmes économiques et techniques dans lesquels on est pris. Ce qui suppose fondamentalement de s'engager dans une logique, moi que j'appellerais une logique d'autoproduction. Hein, comment reprendre, alors, sur le plan économique, hein, comment reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme. Hein, ça suppose différentes luttes, notamment une première lutte pour reconquérir du temps. Hein, on est dépossédé de notre temps par le capitalisme, hein, qui, après une journée de travail, on est cuit. Comment penser à faire soi-même des choses après? Évidemment, la marchandise est une évidence. Là. Bon, acheter quelque chose qui est déjà prêt, ça s'impose de soi. Donc, reconquérir son temps, reconquérir des savoirs, des capacités. Je sais que ce lieu-ci est un lieu où justement s'échangent des savoirs, on essaye de réapprendre des choses. Et puis évidemment, la dernière reconquête, celle qui fait le plus peur, mais qui est cruciale, c'est reconquérir les moyens matériels aussi. Hein. C'est pas juste le savoir et le temps, c'est aussi les moyens de pouvoir subvenir nous-mêmes à nos besoins. Donc ça, voilà comment rompre avec ce système économique globalisé dont on est dépendant, système hétéronome, comme je disais tout à l'heure, mais il s'agit aussi de se débrancher de ces systèmes techniques, hein, dont là aussi nous sommes très dépendants, et qui nous imposent toutes sortes de contraintes individuelles et collectives très lourdes. Hein. Comme disait il y a 150 ans William Thoreau, nous sommes devenus les outils de nos outils. Hein. Donc dans une large mesure, on se retrouve à consacrer une grande partie de nos existences à travailler pour pouvoir accéder à des outils et les faire fonctionner. Bon, typique avec la bagnole. Combien d'heures par année on travaille pour pouvoir effectivement utiliser une voiture? Individuellement c'est énorme, mais collectivement c'est énorme. Qu'est-ce que ça coûte à nos sociétés aujourd'hui que l'usage de ce genre de machines? Bon, c'est toute la critique de la technique que je développerai pas, mais donc si on veut décider vraiment, ça suppose à mon avis ce double débranchement par rapport à ces systèmes économiques et techniques dont j'ai parlé. Ce qui est en jeu en fait ici, c'est un idéal de liberté, mais pas la liberté libérale. La liberté libérale, c'est la liberté de choisir sa marque de bagnole, par exemple, hein, sa marque ou sa puissance de bagnole. C'est la liberté de faire ce que je veux. C'est plutôt une liberté, on pourrait dire plus républicaine, mais qui est une liberté entendue comme autonomie, autonomos, c'est-à-dire se donner à soi-même, à nous-mêmes, nos propres lois, nos propres règles. Pour l'instant, c'est constaté que les normes de notre vivre ensemble nous échappent. Hein, elles obéissent à des logiques sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Vouloir être libre, c'est vouloir reprendre le contrôle sur ces normes, pour pouvoir en décider pleinement. Donc si on regarde finalement, si on résume le programme des croissancistes à ces trois principes, bon, c'est révolutionnaire, mais en même temps, ça n'a rien de si radical que ça. C'est au nom de quoi finalement produire moins, partager plus et décider ensemble? Au nom d'idéaux dans lesquels on a été élevé par ailleurs. Bon, le respect de la vie, c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus nouveau par rapport à l'idéologie moderne, mais sinon c'est au nom de l'égalité entre les humains, évidemment, et puis sinon c'est au nom de la liberté. Hein. Donc finalement il s'agit, comme disait Adorno à Horkheimer, de réaliser les espoirs du passé, hein, fondamentalement. Donc il n'y a pas de rupture avec nos valeurs fondamentales. Alors, voilà pour les trois grands principes que je mettrai de l'avant. Si on essaie de concrétiser un peu la chose,
Qu'est-ce que ça implique? Par quoi ça devrait se traduire concrètement, ces principes? Autrement dit aussi, à quoi ça pourrait ressembler un Québec post-croissance? Fantasmez pas trop, j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Mais enfin, c'est quand même comme ça. Bon. Je pense que la première idée, si on essaie d'être cohérent avec les trois principes que j'ai mis de l'avant, ça suppose de penser une relocalisation de tout ce qui est production, reproduction, de ce qu'il nous faut pour vivre. Donc repenser cette relocalisation. Dans cette perspective de contrôle de ces activités de production et de reproduction. Donc en fait, se remettre de l'avant une logique d'autosubsistance, une économie de subsistance qu'on a appris un peu à mépriser, c'est finalement revaloriser cette idée-là sur la base de choses qui existent déjà aujourd'hui. En fait, il y a déjà beaucoup de solutions qui sont déjà là. Bon, le principe des circuits courts, notamment, qui devrait être un principe à mettre de l'avant. Relocaliser, mais de manière ouverte. Donc c'est quelque chose qu'on mettrait de l'avant pour prendre nos distances, notamment par rapport à certaines formes aujourd'hui de protectionnisme, qui vont aller sans doute croissant en Occident, à mesure que les choses vont se dégrader. Donc là aussi, il y a une tentation de relocalisation, mais de fermeture aussi. En fait, là, il s'agirait de faire un peu l'inverse de ce qu'on connaît actuellement, où le capital et les marchandises circulent totalement librement, donc à une échelle mondialisée. Par contre, les humains, surtout les humains les plus pauvres, et les idées circulent de plus en plus mal, en fait, donc peuvent de moins en moins circuler. Alors pourquoi relocaliser de manière ouverte? Précisément pour que les humains et les idées puissent continuer à circuler. Par contre, le capital, non, qu'on sort de cette logique. Donc on est en fait dans un premier principe qui serait le refus de la mondialisation, si on résume. Deuxième conséquence, deuxième implication, prendre appui sur ce qu'on appelle de plus en plus souvent aujourd'hui les low-tech, on pourrait prendre d'autres termes, donc les basses technologies par opposition aux high-tech, par rapport donc à ce qu'on pourrait appeler aussi nos technosciences, c'est-à-dire nos techniques qui ont été développées en prenant appui sur le savoir scientifique. Comment est-ce qu'on peut définir les low-tech minimalement? Je sais que vous allez travailler ici là-dessus, vous travaillez déjà ici sur ces questions-là aussi. Des techniques de production qui sont contrôlables par leurs utilisateurs, adaptées aux ressources qui sont disponibles localement, notamment sur le plan énergétique, et qui reposent aussi sur des infrastructures beaucoup plus légères que nos infrastructures actuelles. Donc, qu'est-ce que c'est que si on prend par exemple nos nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a du high-tech qui occupe une place colossale dans notre monde, qui pose de plus en plus de problèmes, à la fois sur le plan écologique, social, politique. Qu'est-ce que c'est que le low-tech en termes d'information et de communication? Un bouquin, c'est pas mal low-tech, ça marche bien. Bon. Mais la culture orale aussi, en fait, si on raisonne low-tech, on commence avec le corps humain, et puis on redécouvre que le corps humain, il est quand même capable de faire des trucs assez extraordinaires. Par exemple, si on est ici, peut-être pas nous, mais s'il y a des humains ici depuis plusieurs milliers d'années, c'est parce qu'ils sont arrivés avec leurs jambes. En fait. Donc, les jambes, c'est un moyen de déplacement low-tech qui est aussi pas mal. Quand on a la chance d'en avoir, c'est bien. Donc, si on veut être un peu moins radical, le vélo, évidemment, c'est aussi un moyen de transport low-tech, où vous avez justement le contrôle du moteur. Le moteur, c'est vous. Donc l'énergie, c'est vous qui la... Et puis pour nourrir notre moteur, c'est pas mal. On est capable de manger toutes sortes de trucs qu'on peut trouver un peu partout sur la planète. On a quand même une autonomie assez intéressante. Donc c'est, deuxième principe, refus des technosciences, par rapport à la situation présente. Donc à la fois pour toutes les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Troisième principe, donc relocaliser en prenant appui sur des low-tech, et donc cette production, reproduction, donc dans quel cadre institutionnel elle pourrait se faire? Dans le cadre de ce qu'on appelle de plus en plus souvent aujourd'hui les communs. Donc des communs, et sur le plan politique, dans le cadre de ce qu'on appellerait donc des communes, des municipalités. Donc on aurait là un double refus par rapport à la situation présente, qui serait un refus de l'étatisation. Plus ça va, plus ça me paraît évident qu'il faut questionner l'État-nation comme forme institutionnelle au sein de laquelle on devrait penser la suite du monde. Je pense qu'il faut le questionner. Donc refus de l'étatisation, mais aussi de la privatisation, refus des entreprises. En fait, on sort de ces deux formes sociales qui dominent en fait nos sociétés depuis 300 ans maintenant.
Et puis, collectivement, en établissant de manière collective ce que André Gorz, qui est un des penseurs les plus intéressants sur tout ça, appelait une norme du suffisant. Hein, c'est-à-dire se décider collectivement, voilà, qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui est suffisant pour mener une vie digne, hein, quand on a tel âge, quand on a tant d'enfants, quand on a... Bon, c'est des choses sur lesquelles on devrait revenir. Et Gorz disait finalement, historiquement, les humains se sont toujours donné des normes du suffisant. Il y en avait. Elles étaient là, elles étaient transmises culturellement. Il n'y avait pas besoin de s'en souvenir, il n'y avait pas besoin d'en discuter. C'était là. Il y avait toujours des limites. Les humains se sont toujours donné des limites. C'est sur le capitalisme que là, on sort complètement de cette idée de limite. Donc il s'agit de le réinventer. Et Gorz dit, mais le problème, c'est qu'on ne sait plus faire. On a perdu complètement l'idée de limite, donc il faut le réinventer. Et il faut le faire collectivement, démocratiquement. Donc ça, c'est le refus de toujours plus. Qu'est-ce que c'est qu'un commun? Si on essaie de le définir d'abord peut-être de manière un peu idéale typique, de manière un peu théorique, parce que ça me paraît être vraiment le noyau de cette société post-croissance. C'est un collectif d'abord, un collectif humain qui vise à satisfaire par lui-même et pour lui-même un ou plusieurs besoins. Un ou plusieurs besoins. Donc une logique d'autoproduction. Je produis par moi-même et pour moi-même, collectivement, donc pour satisfaire un ou plusieurs besoins. Deuxième principe, partage des moyens nécessaires à la satisfaction de ceux ou ces besoins. Donc on est dans le refus de la privatisation et de l'étatisation, on est dans la communalisation, donc le partage. Donc le refus aussi de la propriété, en fait, de la propriété privée ou de la propriété publique, hein, la propriété d'État aussi, qui doit être questionnée. Donc d'abord le refus de la propriété. Troisième principe, partage équitable des décisions aussi. Donc pas seulement les moyens, mais partage équitable des décisions concernant le fonctionnement de ce collectif. Donc, sur le principe minimal, un membre, une voix, donc on a un principe de démocratisation. Autoproduction, communalisation, démocratisation. Et puis quatrième principe, ce collectif il doit reposer sur des rapports d'entraide, hein, de réciprocité entre les membres du collectif. Donc pas de concurrence, pas de domination, pas de compétition, coopération. Quatrième idée. Bon, des exemples, il y en a plein, vous en connaissez, puis ce lieu-là, abrite plusieurs communs, semble-t-il, hein, ateliers collectifs, cuisine collective, jardin collectif, mais aussi des systèmes d'échange locaux. Se donner un moyen d'échange, c'est répondre à un besoin aussi. Hein, et donc là aussi, on est dans une monnaie locale, c'est bien ça, c'est bien l'idée d'une communalisation d'un moyen d'échange. Mais créer un espace d'échange d'idées, un espace d'échange de marchandises, c'est aussi une forme de communalisation. Mais on peut aller plus loin en fait. Hein, finalement, lutter contre la pollution, pour avoir un air respirable, donc ça c'est un besoin assez essentiel, respirer un air respirable, on est dans une logique de communalisation. Si collectivement on s'en mêle, si on lutte pour faire reculer une pollution atmosphérique par exemple, on est dans une logique de communalisation aussi. Hein. Donc il y a une dimension forcément aussi il y a une dimension conflictuelle hein, dans la communalisation qui se révèle notamment dans ce genre de lutte-là. Ou une lutte contre la publicité, l'envahissement de l'espace public par la publicité. Le mouvement des casseurs de pub en France, c'est un mouvement, à mon avis, qui est communaliste. Et donc, cet espace, c'est un espace qui doit être partagé, qui ne doit pas être privatisé. Donc parmi les exemples, il y en a ici. Bon, moi je suis montréalais, donc moi celui que je préfère, celui dans lequel je suis impliqué, c'est le bâtiment 7 à Montréal, dans Pointe-Saint-Charles. Là on a vraiment un très beau commun, où on a des collectifs qui arrivent à arracher au capital des bâtiments et l'argent pour en partie réhabiliter ces bâtiments et qui font de ces bâtiments un espace d'autonomie en fait où on peut développer toutes sortes d'alternatives concrètes. L'une des plus réussies, des plus intéressantes étant l'épicerie Le Détour, qui est une épicerie donc qui fonctionne justement sur cette logique d'autoproduction, c'est-à-dire que les utilisateurs de l'épicerie sont aussi ceux qui font tourner l'épicerie. En fait, hein, alors, ils ne sortent pas complètement du salariat, ils sont coincés, on est toujours coincés, hein, mais n'empêche qu'ils poussent moins cette logique d'autoproduction. Pour une part, cette épicerie réussit à fonctionner sans salariés. Il y a un autre commun qu'on utilise tous et tous, qui est Wikipédia, donc qui est le commun numérique, qui pose des problèmes là, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est une infrastructure technique très sophistiquée sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc je serais critique sur cet aspect-là, mais il faut reconnaître que Wikipédia fait la preuve que cette logique de communaliste peut être d'une efficacité absolument redoutable en fait. Hein. Là aussi, l'utilisateur de Wikipédia est potentiellement un producteur de Wikipédia, et ça marche tellement bien que les encyclopédies privées ont
ont été très largement marginalisés ou ont été obligés de transformer leur fonctionnement pour ressembler à Wikipédia. Donc, quand même des choses intéressantes. Si on veut, toujours pour essayer de mieux faire sentir la notion de commun, souvent quand j'en parle, on me dit « Ah oui, c'est la commune ». Non, moi je pense pas justement que le commun, c'est pas la commune au sens de la communauté des années 70, communauté alternative. Pour moi, la commune, entendu dans ce sens-là, c'est un peu une espèce de commun intégral, de commun total, hein, où effectivement là, on partage tout. Moi, c'est quand même une forme un peu pour virtuose, quoi, hein, c'est quand même pas donné à tout le monde de s'engager là-dedans. Le commun, c'est beaucoup plus modeste, hein, c'est vraiment, on a un besoin quelconque, et puis on se met à plusieurs pour essayer de satisfaire. Mais ça n'implique pas forcément de tous vivre ensemble, de tout partager ensemble. Donc la commune, c'est vraiment la version très élitiste de la chose. L'autre façon de le définir, c'est aussi par rapport à la coopérative. Le commun, c'est pas la coopérative, c'est proche. Hein, si vous prenez la définition que j'en ai donnée, partager les moyens nécessaires à la satisfaction du besoin qu'on cherche à satisfaire, partager la décision, des rapports d'entraide, bah, ça c'est vrai qu'on retrouve ça dans le modèle coopératif, fondamentalement. Par contre, on ne retrouve pas cette logique, on retrouve moins cette logique d'autoproduction. On a deux grandes formes de coopératives, la coopérative de travailleurs, où là on va se mettre ensemble, effectivement, mais pour produire une marchandise. Donc on reste dans le règne des marchandises, dans le règne de la marchandise. On est un peu moins fragile pour affronter ce règne de la marchandise, on se met ensemble pour pouvoir l'affronter, mais on est dedans. Hein. Ou alors, donc, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas accès à certaines marchandises, alors on se met ensemble pour pouvoir accéder à certaines marchandises. Coopérative de consommateurs, coopérative d'habitation, par exemple. L'idée de commun, c'est vraiment d'essayer de sortir de la marchandise, et donc produire pour nous-mêmes, par nous-mêmes, dans une large mesure. Ce qu'on a au Québec le plus proche du commun, en termes de coopératives, c'est les coopératives de solidarité, qui justement essayent de mettre ensemble à la fois producteurs, utilisateurs et communautés. Donc on se rapproche un peu là du commun. C'est une formule intéressante. Donc pour moi, le commun, c'est la concrétisation, en fait, c'est la concrétisation des trois principes que j'ai posés tout à l'heure. Hein. Donc, produire moins, partager plus, décider ensemble. Alors, est-ce que, autre question qu'on me pose souvent, finalement, est-ce qu'une telle révolution, ça a déjà été tenté? Est-ce qu'on a des exemples? Bon, alors, je dirais à la fois non et oui. Je pense qu'aujourd'hui, on a notamment on a quand même au moins deux, c'est pas des expériences, on a deux phénomènes assez intéressants, majeurs, qui participent un peu de la logique que je viens d'évoquer. C'est ce qui se passe dans le Rojava, en Syrie, donc chez les Kurdes, dans le nord-est de la Syrie, et ce qui se passe aussi au Chiapas. Donc, depuis 25 ans maintenant au Chiapas, donc on est dans des logiques assez communalistes. Alors évidemment, tout de suite, on voit que ces gens-là sont des gens armés. Hein, donc leur monde, là, ce qu'ils essayent de faire, c'est un monde qui défend les armes à la main. Mais ça, je pense, c'est quelque chose à garder en tête. Ça reste une éventualité. Donc ça, je pense que c'est des choses intéressantes à explorer. Je n'ai pas travaillé suffisamment dessus pour pouvoir pousser plus loin la description. Je me suis intéressé par contre à un autre cas qui est celui de Cuba. Cuba est pas mal intéressant. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, Cuba a subi assez récemment une décroissance forcée. Pas du tout une décroissance voulue, mais une décroissance forcée à la suite de la chute du mur. Donc après 89, début des années 90, chute du mur, donc fin des échanges commerciaux avec l'URSS et renforcement de l'embargo américain. Les conséquences pour Cuba et les Cubains, disparition en fait des principaux débouchés de leur agriculture, c'était surtout de la canne à sucre, qui vendait aux Russes, dans une large mesure, en tout cas l'Union soviétique, et en retour, interruption de l'approvisionnement de l'île en pétrole, en machines agricoles notamment, mais aussi en engrais, et en toutes sortes de denrées alimentaires aussi, hein, de produits alimentaires industriels. Donc ça s'est traduit par une très grave crise énergétique et une très grave crise alimentaire, avec vraiment des problèmes de malnutrition très graves, hein, pendant plusieurs années. Donc là, on a une espèce de cas quasi de laboratoire, où on a une décroissance qui n'est pas voulue, mais qui s'impose, brutalement et rapidement. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'en fait, les Cubains ont su réagir à ce qu'ils appellent, avec leur sens de l'euphémisme, une période spéciale, la période spéciale. Ils ont su réagir avec beaucoup d'efficacité en fait. Ils ont mis en place, en l'espace de quelques années, un système agricole tourné vers la souveraineté alimentaire. Pas par choix, pas par idéologie, parce que par nécessité. Il fallait qu'ils soient souverains sur le plan alimentaire.
en grande partie décentralisé aussi. En fait, l'État cubain a été obligé de lâcher une partie de ses prérogatives, hein, de son contrôle sur l'usage des terres, et de laisser des collectifs prendre en charge des terres, hein, pour subvenir à leurs propres besoins. Donc ça a été en partie décentralisé, là encore pas pour des raisons idéologiques, par la force des choses. Parce que aussi centraliser, on peut centraliser de manière efficace si on a accès à l'énergie abondante, pas chère. Hein. S'il n'y a plus ça, à mon avis, l'État perd beaucoup de sa capacité de centralisation. Ce système agricole, il a été démécanisé, là aussi par la force des choses, et il a reposé sur les principes en fait, de ce qu'on appellerait l'agroécologie. Donc nous, on mettrait ces mots-là là-dessus, c'est pas comme ça qu'ils appellent leur agriculture, mais c'est de fait de l'agroécologie. Hein. Plus de pesticides, plus d'engrais de synthèse. Donc ça a été une réussite sur le plan agricole, mais ça a été aussi une réussite sur le plan sanitaire, puisque finalement, dans une certaine mesure, il semblerait que les Cubains, globalement, soient ressortis en meilleure santé de cet épisode qu'ils ne l'étaient avant. Hein. C'est-à-dire que sur la base de cette agroécologie, là, finalement, ça les a aidés, notamment à perdre du poids, etc. Bon, donc, intéressant sur le plan sanitaire, intéressant sur le plan écologique, et malgré tout intéressant sur le plan économique. En fait, Cuba a réussi un truc qu'aucun pays dans le monde aujourd'hui ne réussit, c'est-à-dire qu'il a réussi à avoir à la fois une empreinte écologique qui était en deçà de la limite de ce que devraient être nos empreintes écologiques pour respecter la biocapacité planétaire, donc on peut calculer par individu, par pays. Bon. Donc Cuba était en deçà de cette limite qui se situe à peu près en gros à 2 hectares globaux par humain, je crois qu'on est à peu près dans ces eaux-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils étaient sur le plan écologique soutenable, hein, puisque leur empreinte était en deçà de ce seuil, et sur le plan de l'indice de développement humain. Donc l'indice de développement humain, c'est croissance économique, c'est niveau scolarité, niveau de qualité des soins de santé. Cuba se situait assez proche du groupe des pays les plus riches, hein, donc les pays occidentaux les plus riches. En général, si vous avez un IDH très élevé, vous avez une empreinte écologique immonde, donc vous êtes totalement destructeur. Si vous avez, et sinon c'est l'inverse, vous avez une empreinte écologique qui n'est pas problématique, mais alors l'IDH est pourri. Bon. Cuba avait cette combinaison pendant quelques années. Hein. Bon. Ils en sont sortis. Ils sont sortis de cette combinaison. Mais donc ça montre au moins que ça a été possible. Ça a été possible sans désastre monstrueux. En fait, ça s'est pas traduit par des milliers et des milliers de morts, etc. Bon. Donc ça s'est fait. Voilà. Évidemment, le problème, c'est que ça a été accompli en partie par un pouvoir autoritaire. Donc ils ont respecté en quelque sorte les 2 premiers principes que j'ai posés, produire moins, partager plus, mais pas le 3e. Hein, ils n'ont pas décidé ensemble. Ce qui fait que justement, dès qu'ils ont pu sortir de cette décroissance forcée, en fait, ils ont remis en marche la machine industrielle, etc. Alors comment est-ce qu'on peut faire du point de vue de la décroissance pour à la fois s'approcher du modèle cubain sans tomber justement dans ce travers autoritaire, on va dire. Qu'est-ce qu'on met de l'avant comme stratégie? Qu'est-ce qui me paraît le plus intéressant? C'est une stratégie qu'on peut appeler une stratégie de masse critique, viser une masse critique, c'est-à-dire viser en fait un effet de seuil. Il s'agit de renoncer au projet d'une révolution par le haut, qui passerait par une transformation du système social imposé par le haut, mais plutôt passer par le bas, hein, en transformant peu à peu nos façons de vivre, jusqu'à atteindre un certain seuil, à partir duquel la transformation va finalement s'imposer au reste de la société. C'est ça l'idée de masse critique, en fait. Je prends l'exemple souvent de ce qui se passe, par exemple, avec le vélo à Montréal actuellement. Il y a une augmentation de la pratique de la bicyclette, et cette augmentation, elle est telle que ça vient effectivement imposer une transformation de la façon de circuler dans Montréal. Et pourtant, on est très loin d'avoir plus de 50% des Montréalais qui sont sur leur bicyclette. Donc il n'y a pas besoin de 50%, il y a besoin d'une certaine proportion qu'on ne peut pas situer, qu'on ne peut pas identifier, mais pour effectivement atteindre un seuil à partir duquel les choses vont se transformer. Alors, cette stratégie, donc, elle devrait être basée d'abord sur des alternatives concrètes, c'est-à-dire le développement commun que j'évoquais tout à l'heure, et aussi le développement d'une forme de municipalisme, c'est ce que je mettrais de l'avant, des alternatives concrètes qui se donneraient ça comme objectif, mais couplées avec des actions militantes politiques, hein, des actions politiques plus classiques, avec deux volets. S'opposer le plus possible à ce que j'appelle l'entrepreneurialisation du monde, c'est-à-dire la domination des entreprises sur notre monde, hein,
Concrètement, c'est quoi ça? C'est lutter contre l'évasion fiscale. Hein. Lutter contre l'évasion fiscale, ça me paraît être aujourd'hui encore plus que jamais une action politique majeure, nécessaire. On peut bien s'épuiser. J'enseigne à des étudiants qui essayent de développer des projets en innovation sociale. Bon, et en même temps, je constate qu'ils passent leur vie littéralement à donner le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur d'elles-mêmes, c'est surtout des femmes, pour faire vivre leur projet d'innovation sociale. Mais bon, en même temps, vous avez voilà, tout l'argent qui part dans les paradis fiscaux. Et donc, à quoi ça sert tous ces efforts-là s'il n'y a pas non plus une lutte pour empêcher notamment ce type de phénomène? Ça peut être aussi des formes d'occupation, hein, d'occupation d'espace, etc. Et puis par ailleurs, donc, cette action militante qui viserait le soutien au développement de commun. Par exemple, je pense qu'une des mesures qu'on pourrait mettre de l'avant, qui pourrait rallier beaucoup de monde, c'est la réduction du temps de travail. Donc là, on pourrait penser une alliance avec le monde syndical autour de la réduction du temps de travail comme condition prioritaire pour pouvoir développer des communs. C'est-à-dire déjà reconquérir du temps. Le revenu de base, aussi certaines formes de revenus de base peuvent aller dans ce sens-là. Voilà. Et puis, troisième dimension de cette stratégie de masse critique, donc continuer à travailler à un projet de société, un projet de Québec post-croissance, par exemple, ce qui suppose un travail critique de nos sociétés, donc continuer ce travail, et un travail d'imagination, de réflexion pour penser ce que pourrait être cet autre monde. Donc c'est un peu une façon de justifier mon boulot, puisque je viens de faire devant vous, en fait. Hein. Moi, c'est ça que je fais, fondamentalement. J'ai surtout ce travail de réflexion. Ça m'énerve toujours quand j'ai des militants professionnels qui disent « Ouais, mais c'est quoi, ne t'agis pas ». Essayez d'écrire un livre, c'est très fatigant. Énergétiquement, vous finissez votre journée, c'est très important aussi, je pense, comme travail. En fait. Donc, et je pense qu'il est important de tenir ensemble ces trois dimensions, hein, parce qu'on voit bien les risques. Si vous êtes juste dans l'alternative concrète, dans un commun, vous mettez toute votre énergie là-dedans et vous pensez que au développement de ce commun, il y a tous les risques connus. Le risque d'isolement, vous restez isolé dans votre coin, mais vous ne changez rien, parce que vous êtes trop pur, parce que vous ne voulez pas rentrer dans les compromis. Vous pouvez vous épuiser, hein. Vous pouvez aussi être assimilé. Hein. Bon, ça c'est justement, on a l'histoire de l'économie sociale, elle est là pour nous rappeler que le monde coopératif est intéressant jusqu'à un certain point, mais pour survivre dans le monde capitaliste, ça donne des stratégies comme celle de Desjardins, par exemple, qui pour continuer à exister, ressemble de plus en plus à une entreprise. Il y a un autre risque pour les alternatives concrètes qui est celui de ce que j'appellerais celui de la revalorisation, revitalisation en fait. C'est exactement ce qu'ils sont en train de vivre à Pointe-Saint-Charles aujourd'hui au bâtiment 7, et puis c'est ce que génèrent aussi certains projets de éco-hameaux, éco-villages, c'est que quand ça marche bien, en fait, ça redonne une valeur économique à des territoires qui ont été dévastés par le capital et puis abandonnés par le capital. À partir du moment où il n'y a plus de valeur, on laisse tomber. Et donc, qu'est-ce qui se passe à Pointe-Saint-Charles alors que c'est vraiment une gang d'anarchistes super rigoureux, il y a vraiment des gens magnifiques, ils sont obligés de constater qu'ils participent à la gentrification de Pointe-Saint-Charles. Qu'effectivement, les loyers montent à haute vitesse et que les gens pour qui ils ont développé ce fameux bâtiment 7 sont des gens qui vont devoir quitter en fait Pointe-Saint-Charles. Donc si on ne parie que sur l'alternative concrète, on est toujours sous la menace de ces problèmes. D'où au moins la nécessité de toujours arrimer ces projets, ces alternatives, à un projet de société, comme ils le font au bâtiment 7. C'est des anarchistes. Bon, ils veulent sortir du capitalisme. Et puis ils ont ça comme repère. Et toutes leurs décisions, ils les prennent en gardant ça en tête. Ça, je pense, pour ne pas s'égarer, pour ne pas se perdre dans toutes sortes de compromis, ce projet de société radical me paraît crucial. Radical et cohérent. Mais d'où aussi la nécessité de s'associer avec des actions militantes, plus classiques, pour obtenir du soutien à ces alternatives. Donc, ça peut paraître la participation à un parti politique ou à une élection, mais ça peut prendre toutes sortes de formes, mais c'est aussi très important. Si on n'est que dans l'action militante classique, je dirais, là on court le risque du compromis, de la compromission, ou alors de la révolte sans lendemain. C'est aussi le risque de ceux qui appellent aujourd'hui à l'insurrection. C'est très tentant, c'est excitant, mais bon, c'est un des grands dangers.
là encore, je pense que c'est très utile d'avoir ce projet qui donne une espèce de cadre, qui rappelle les objectifs fondamentaux pour éviter la compromission. Et c'est aussi très utile d'avoir des alternatives concrètes qui représentent des façons d'accomplir concrètement aujourd'hui ce qu'on veut faire. Donc ça veut dire montrer que c'est possible, mais c'est aussi, je pense, psychologiquement, à mon avis, très utile d'être engagé dans des alternatives concrètes. De ne pas être juste dans la réflexion comme moi ou dans l'action militante. Ces accomplissements-là, c'est vraiment une façon de retrouver un peu de paix aussi, je pense, intérieure, puisqu'on en a besoin pour tout le monde. Le risque, évidemment, d'être juste sur le projet de société, donc d'être juste dans la réflexion critique et dans l'imagination d'un autre projet, c'est d'être dans une espèce de rêverie, hein, sans enracinement, ou c'est de finir par se prendre pour une avant-garde éclairée. Hein. Moi, je sais où il faut aller pour les autres. Bon, c'est là aussi où les alternatives concrètes nous remettent les pieds sur terre, quoi. On voit les limites, hein, de ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui. Ça permet d'éviter de décoller complètement du réel, quoi. Bon. Et les actions militantes, c'est une façon aussi de s'engager dans des projets de réforme qui peuvent quand même faire avancer les choses, hein, plutôt que de rester dans une posture très pure où on refuse tout engagement militant. Bon, quand je parlais de réforme révolutionnaire, bon, celle de la réduction du temps de travail me paraît très intéressante. Je termine. Ça pose la question, notamment sur l'action militante, la question de la violence. La question de la désobéissance. Bon, dans les milieux militants radicaux, on passe beaucoup de temps à parler de la violence, à mon avis un peu trop. Il faudrait mieux s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut comme société, plutôt que parler toujours de ce moyen. Mais j'ai pas une réflexion particulièrement avancée, mais ça me paraît d'abord évident qu'il faut se souvenir que la plupart des grands acquis en termes de liberté et d'égalité ont été obtenus par le biais d'actes qui étaient non seulement illégaux, mais souvent violents. Donc ça me paraît, il faut qu'on ait ça en tête. Deuxième impératif, distinguer la violence à l'égard des artefacts de la violence à l'égard des humains ou des autres êtres vivants. Cette espèce de crainte de la violence à l'égard des objets, là, je trouve que c'est une belle illustration de ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise. Il ne faut surtout pas toucher à des objets, c'est très grave, donc c'est juste des objets. Alors que la violence subie par les humains et les non-humains aujourd'hui, sous la domination du capital, bon, celle-là on n'en parle pas, elle choque pas, elle choque trop peu. Donc, ça c'est le deuxième point. Je pense troisième point, tout ça pour dire que, et là je m'appuie sur un vieux philosophe qui a été notamment un militant anti-nucléaire, pacifiste, qui s'appelle Gunther Anders, qui a écrit un très beau texte là-dessus, qui était traduit en français, que je vous conseille, où lui il dit bah non c'est fini, enfin moi je suis pacifiste comme objectif, mais le moyen pour arriver au pacifisme, pour arriver à la paix, c'est la violence. Et donc pourquoi? Parce que nous sommes en situation de légitime défense aujourd'hui. Nous sommes en situation de légitime défense, et finalement même nos lois bourgeoises là reconnaissent la légitime défense. Même le droit canon, le droit des cathos, là, le droit du Vatican, là, reconnaît la légitime défense. Donc c'est pas quelque chose de si monstrueux. Donc, et je pense que il est temps de reconnaître qu'on est en situation effectivement de légitime défense. Et que la violence est donc, comme violence défensive, elle ne doit pas être écartée. Elle ne peut pas être écartée. Au minimum, c'est la critique que je fais, je sais qu'il y a des militants d'Extinction Rebellion dans la salle, c'est la critique que je leur adresserai. C'est pour le débat. Mais je pense qu'au minimum, il faut se servir de la menace de la violence. Je pense que promettre d'emblée à l'État, vous inquiétez pas, on ne sera pas violent. Bon, je pense que l'État ne peut que se féliciter d'une telle promesse. En tout cas, c'est absolument pas menaçant. Je pense que c'est l'idée d'Anders. Il faut générer de la peur. Il faut générer de la peur chez ceux qui sont aujourd'hui, qui sont impliqués dans les violences subies par les humains, les non-humains, à une échelle planétaire. En tout cas, on ne peut pas s'interdire absolument la violence. D'ailleurs, c'est très dangereux, c'est très risqué, mais se l'interdire par principe d'emblée, avant même toute action, je pense que c'est une erreur. C'est dangereux parce qu'on peut se tromper de cible, évidemment. Hein, qui faudrait buter? Bon, c'est le problème. J'adore un petit film, je ne sais pas si vous l'avez sans doute pas vu, il n'a pas été très diffusé, il s'appelle Louise et Michel, je vous le conseille, c'est une comédie satirique très réjouissante, jubilatoire. Donc je vais spoiler, comme disent mes enfants, mais je vais raconter le principe du film est vraiment chouette. C'est des ouvrières du
d'une usine textile en France, qui se font offrir un vendredi matin des blouses neuves avec leur prénom, pour les remercier d'avoir su refuser les 35 heures et pour le renouveau de l'entreprise. Tout le discours là, habituel. Et donc elles repartent avec leur blouse neuve et elles reviennent le lundi matin avec leur blouse neuve, sauf que là, l'usine est vide. Il n'y a plus de machines, il n'y a plus de tissu, il n'y a plus rien, quoi. Donc tout a été délocalisé pendant la fin de semaine. Donc elles sont évidemment en colère. Elles se réunissent au café voisin. Elles se disent qu'est-ce qu'on va faire avec nos indemnités de licenciement. Ils discutent, ils imaginent justement des projets d'alternatives concrètes, toutes sortes de choses. Puis il y en a une qui dit non, moi je propose qu'avec cet argent, on embauche un tueur pour buter le patron. Et puis là, donc, finalement, toutes ces femmes se disent ouais, c'est la bonne solution, donc il n'y a pas de solution. Je vous raconte pas tout le reste, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est très jubilatoire parce qu'ils vont buter pas mal de monde, effectivement, pas mal de salopards. Mais en même temps, après chaque meurtre, c'est le même constat, c'est de dire, mais finalement, le vrai patron, c'est pas lui, finalement. Il est où, le vrai patron? En fait, le film se termine 90 minutes plus tard en disant, mais le vrai patron, il est où? On l'a pas trouvé. Alors, en fait, ils décident de continuer quand même, je sais pas jusqu'où elles vont aller, mais ce que suggère le film, c'est-à-dire, finalement, on est en même temps face à des dominations aujourd'hui qui sont en partie abstraites, en fait. On peut pas mettre des noms. On va dire, cette machine dans laquelle on est, qui nous fait tant souffrir, bon, nous étant pas les plus mal lotis, mais même nous on en souffre, il n'y a pas un conducteur qu'on peut identifier et qu'on pourrait supprimer. Voilà, on va arrêter la machine. En fait, cette machine, non seulement on en fait partie, mais elle a effectivement une espèce de fonctionnement qui est abstrait, qui s'impose à tout le monde, y compris au patron dans une armée. Donc ça, je pense, c'est une grande difficulté, notamment par rapport à cette question de la violence. Je pense que une des réflexions intéressantes, c'est notamment celle que mène le groupe d'écologistes radicaux américains Deep Green Resistance, qui eux en fait justement soulignent que nos sociétés reposent sur des infrastructures très lourdes, mais qui sont aussi très fragiles en fait. Et eux donc pointent plutôt ces infrastructures, certains aspects de ces infrastructures comme cibles qui devraient être visés par d'éventuels actes de violence. Très dangereux là aussi parce qu'on en dépend. Mais je pense que c'est intéressant comme réflexion, ça permet de réaliser en fait que, comme dit un sociologue français que j'aime bien, qui s'appelle Alain Gras, qui a écrit un livre qui s'appelle La fragilité de la puissance. On est dans des pays qui sont très très puissants, mais qui reposent sur des infrastructures très puissantes, mais qui ont aussi des points de fragilité en fait, et qui sont peut-être les points auxquels il va falloir s'attaquer si on veut effectivement sortir de ce monde-là. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense que l'an dernier, il y avait un procès pour un monsieur qui était accusé d'avoir voulu couper les lignes à haute tension entre la baie de James et le sud du Québec avec son avion. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était un procès à huis clos, et que pourquoi c'était à huis clos? Pour que la solution qu'il a voulu utiliser ne soit pas divulguée en fait. Parce qu'apparemment c'est une solution pas mal efficace, assez simple. Mais ça, vous voyez là, donc là ils avaient conscience du fait que bon, il y a un vrai danger, quoi. Bon, voilà. Mais pour terminer là-dessus, donc je pense qu'il ne faut pas fétichiser la violence évidemment, pas en faire la solution ultime. Et je crois qu'on aurait intérêt surtout à d'abord s'entendre sur les objectifs. Notamment, je pense qu'un des grands débats, notamment un des débats avec Extinction Rebellion, c'est vers quoi on veut aller, de quel monde on veut. Bon, dans la décroissance, je l'ai dit de manière implicite, je pense qu'il y a une critique fondamentale du capitalisme. Pourquoi il y a croissance? Parce qu'on est dans un monde capitaliste. Sortir de la croissance, c'est sortir du capitalisme. Ça devrait pour moi être dit, ça devrait être clair. Ce qui n'est pas toujours très clair chez un certain nombre de militants dans ce groupe-là ou de militants pour la transition. Je termine tout à fait. Donc la décroissance, est-ce que c'est un rêve utopiste ou est-ce que c'est un cauchemar? Tout dépend où on se situe politiquement par rapport à tout ça, mais évidemment la réponse qu'on donne toujours, vous avez sûrement déjà entendu, c'est celle qui consiste à dire d'abord l'utopie, s'il y a des utopistes encore aujourd'hui, c'est ceux qui continuent à croire qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible. Bon. Donc là, il faut vraiment renverser l'accusation d'utopie. Non, les utopistes, c'est ceux qui nous disent continuons dans la croissance verte, dans le développement durable, etc. Bon. En fait, la décroissance n'est plus vraiment un choix, c'est notre horizon, hein, soit sous une forme choisie, soit sous une forme subie. Bon. C'est ce qui apparaît de plus en plus évident. Soutenu aujourd'hui par tout un nouveau courant de pensée qui est la collapsologie, hein, qui nous rejoint sur ce terrain. Donc je pense que ceux qui continuent à défendre
cette croissance verte, ce développement durable ou ce Green New Deal, bon, ce sont des irresponsables en fait. Et dans une large mesure, il faut souligner le caractère criminel en fait aussi de ce discours-là. Je pense qu'il est grand temps de prendre peur et donc de faire peur. C'est ce qui m'agace aussi avec tout ce discours. J'ai des engueulades fréquentes, notamment avec Dominique Champagne, Laure Varidel sur bon, il ne faut pas trop faire peur, il ne faut pas trop faire peur si on veut embarquer le monde. Mais non, enfin, je pense qu'il est grand temps de réaliser que bon, s'il y a le feu, il faut dire qu'il y a le feu. C'est pas il y a un petit peu de fumée, mais non, il y a vraiment le feu. Bon, c'est la garantie pour peut-être, enfin, c'est ce qui augmente nos chances de nous en sortir. Mais là, on est sur des débats tactiques. Bon, mais je pense qu'en tout cas, la décroissance, c'est pas tellement. On nous accuse souvent d'avoir un discours très pessimiste. Le diagnostic est très pessimiste. Par contre, la proposition est évidemment très optimiste. C'est la première critique que vous pourriez me faire. C'est imaginer qu'on pourrait sortir de cette civilisation rapidement, de manière juste. C'est effectivement être très très optimiste. Est-ce que pour autant c'est impensable, impossible? Non. Cette histoire de commun que j'ai mis de l'avant. Une des forces de cette idée des communs, c'est que, en fait, on réalise aujourd'hui que c'est une institution centrale de l'histoire de l'humanité. On doit à une femme, Elinor Ostrom, notamment, d'avoir remis de l'avant cette forme de vie sociale que sont les communs. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de neuf, il s'agit beaucoup plus de redécouvrir. Bon, les communs dont parlait Ostrom, c'est pas tout à fait les communs dont j'ai parlé, mais par certains aspects, bien oui. Et réaliser que le capitalisme libéral, mais aussi d'ailleurs les régimes communistes au XXe siècle, ont détruit toutes sortes de communs, ont empêché ces communs, s'en sont nourris et les ont détruits. Mais donc c'est là, c'est là historiquement. Donc, deuxième argument en faveur des communs, c'est que si on regarde les choses historiquement, c'est une solution qui a tendance à s'imposer quasi spontanément en temps de crise. Les communs médiévaux en Occident, ils se constituent à la faveur de l'effondrement de l'Empire romain, dans une large mesure. Là, il y a vraiment une floraison là, de communalisation qui est vraiment corrélative à l'effondrement de l'Empire romain. Et donc, avec les crises qu'on a devant nous, les crises qu'on commence à vivre et qu'on va vivre de plus en plus, on peut penser que c'est une solution qui va émerger là aussi de plus en plus spontanément face à ces difficultés. C'est ce qu'on voit déjà par exemple dans un certain nombre de villes en déclin aujourd'hui dans le monde. Bon, il y a beaucoup de solutions qui relèvent de cette dynamique communaliste. Il y a aussi des solutions qui relèvent d'une logique capitaliste. Il y a vraiment une tension. C'est une lutte, mais ça ouvre des brèches. Ça ouvre des brèches pour la communalisation. Il faut se rappeler aussi quelque chose que l'idéologie dominante a complètement écarté. On nous a vidé la tête, on nous a plutôt rempli la tête d'un certain nombre de choses et on en a éliminé d'autres. C'est que l'espèce humaine, en fait, est une espèce qui a développé des capacités de coopération extraordinaires. En fait. Et puis, celui qui le rappelle, c'est Darwin. Darwin qu'on associe à la lutte, à la concurrence pour la vie. Darwin, dans La filiation de l'homme, un de ses grands livres, dit l'humain est ce qu'il est parce qu'il a coopéré, parce qu'il a développé des instincts de coopération. Donc, et ça, c'est vrai qu'après 40 ans de néolibéralisme, on se voit toutes et tous comme des espèces de bêtes les unes pour les autres, de loups, ce qui est méchant pour les loups, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas comme ça. Et donc là, il est temps de remettre de l'avant en fait que non, c'est une composante essentielle de l'humanité que notre capacité à coopérer. Et on est capable de le faire, on a le goût de le faire. On n'est pas que ça. Il ne s'agit pas d'être des bisounours, dire on va tous s'aimer. Non, on est aussi des sales bêtes. On sait, mais on est les deux. Bon. Je dirais que le succès des communs numériques, de l'économie du partage, et tous les problèmes que pose l'économie du partage, mais malgré tout, ce succès-là témoigne justement à la fois de notre capacité et de notre appétence pour la coopération, le partage. Puis ce qui est bien aussi avec les communs, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'attendre le grand soir, l'insurrection finale, pour faire proliférer les communs. On peut commencer maintenant, et ça fleurit déjà partout. Donc il faut les faire proliférer, les mettre en réseau, mais c'est déjà là. Et toutes les pannes du système qu'on a devant nous, et qui vont être de plus en plus nombreuses. Imaginez les inondations qu'on a eues au Québec au printemps et à l'automne, imaginez ça à la puissance 10. Donc là, l'État va plus être capable de faire face à un certain nombre de ses obligations, et il va être très très content si il tombe sur des collectifs humains qui disent nous, on va prendre en charge
tel ou tel problème. Nous, on va effectivement s'occuper de satisfaire tel ou tel besoin. Donc là, ça va être, à mon avis, des occasions à saisir pour faire avancer les cours. Et je termine tout à fait, pour rester optimiste, donc en citant Paul Valéry, qui disait « L'être humain est un animal imagineur ». Donc effectivement, quand on fait de l'histoire, quand on fait de l'ethnologie, on ne peut que être séduit par la quantité de mondes différents que les humains ont inventés depuis qu'il y a des humains sur Terre, 2 500 000 ans, 300 000 ans pour les Homo sapiens. Donc il n'y a aucune raison de penser que cette capacité d'imaginer des mondes nouveaux, des mondes autres, soit complètement éteinte et épuisée, malgré tout, malgré nos téléphones intelligents qui nous rendent cons, malgré tout ça. Je pense que cette capacité est encore là, c'est à nous d'en faire bon usage. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite. Bon, merci beaucoup de votre attention.